Bienvenue à cette chronique du maire, c'est XM Chronique du maire. Merci à Télébas, comme je vous dis à tous les débuts de chronique, de me donner l'opportunité, la chance de communiquer avec vous directement, les gens de Trois-Pistoles, mais aussi avec le rayonnement que ça a dans tout le territoire bas-laurentien, c'est-à-dire en tout cas qui entoure la MRC des Basques. Merci. Alors aujourd'hui, je vais vous traiter d'un dossier que peu de gens connaissent, la base de son historique, connaissent un peu plus les déboires, puis vers où on veut s'en aller, le conseil de ville avec ce bâtiment-là, on appelle le Parc de l'Aventure Basque en Amérique. C'est un bâtiment qui a été construit près du quai. Quand vous descendez au quai à Trois-Pistoles, c'est un gros bâtiment qui est d'une forme hors du commun, qui stylisé, les artisans qui l'ont fait disent c'est une baleine. Alors justement, là, je vais vous parler un petit peu de cet historique-là, puis vers où on s'en va avec ça. Alors, je vais remonter dans le temps parce que l'histoire de ce bâtiment-là, je le connais depuis ses débuts, avant même qu'il soit construit, conçu, puis rêvé d'être. En 1979, le gouvernement du Parti québécois, qui était en place, en poste, a mis en place dans la province de Québec qu'on appelle les associations touristiques régionales, les ATR, en 1979. Celle, la nôtre, qui est ici dans le Bas-Saint-Laurent, de la Pocatière aller jusqu'à Matane, c'est l'ATR du Bas-Saint-Laurent. Donc, il y avait un virage qui se prenait avec la volonté du Parti québécois à l'époque, c'était de faire mettre des structures de développement de notre territoire, notre patrimoine qu'on a ici dans la province de Québec. Chacune des régions a ses beautés à présenter, mais il n'y avait rien de structuré comme tel. Ça fait que l'ATR a été mis en place pour que chacune des régions se développe au niveau touristique. Une année après, le 1er avril 1981, il y a 40 ans passés, naissait la municipalité régionale de Comté des Basques. La MRC des Basques était en place. Donc, tout ça venait de se créer. Il y avait un engouement qui était très puissant. Il y avait une identité forte à développer comme territoriale à part de nos petits villages ici, par MRC, puis aussi régionale par association touristique. Fait que Trois-Pistoles, quand je suis rentré en poste, on m'a demandé de prendre la responsabilité de faire du développement touristique et culturel. J'avais 26 ans à l'époque. J'en ai 67. Alors, pour vous dire que quand mes premiers dossiers étaient de faire un constat avec des gens de la place ici, on a fait des réunions en masse pour identifier nos forces, nos faiblesses. Et en 1982, les attraits touristiques dans Trois-Pistoles n'étaient pas compliqués. Il y avait l'église, la maison du notaire, puis le quai, point final. Alors, en dehors de ça, là, le théâtre d'été, la forge à Bérubé n'existait pas. Elle existait comme forgeron, mais pas comme entité culturelle. Et le théâtre d'été qu'il y a eu pendant 10 ans avec Victor Lévy-Beaulieu n'existait pas non plus. Mais entre-temps aussi, il y a eu en 1987 le rassemblement des Riou d'Amérique. On sait que Jean Riou est le fondateur de Trois-Pistoles. Alors, il y a eu le rassemblement des Riou d'Amérique. Et il y a eu tout près de 2000 personnes, pas mal tous des descendants de Jean Riou, cousins, cousines, d'arrière, arrière, petits-enfants qui venaient de partout de l'Amérique, qui se sont rencontrés à Trois-Pistoles pour faire une grande fête, dans le but de préparer, 10 ans plus tard, le 300e anniversaire d'arrivée de Jean Riou. Alors, comme conseil municipal, une orientation qui avait été prise à ce moment-là, des années 88-90, c'était de faire en bas de la côte, là où le parc d'Aventure Basque est, là, construire 3 maisons différentes, 2 à 3 maisons différentes, mais une de type basque, une de type normande, puis une de type bretonne, qui sont nos ancêtres, si vous voulez, et la présence des Basques. Alors, ça devait être 3 bâtiments différents avec l'architecture de ces pays-là. Et c'est avec ça qu'on aurait fait notre attrait touristique de par nos racines ici, puis ça coïnciderait avec l'avenue des fêtes de l'arrivée de Jean Riou en 1997. Mais il est arrivé un grand dérangement par rapport à cette décision-là, c'est que la Société Provencher, qui est propriétaire de l'île aux Basques, avait décidé de faire des fouilles archéologiques sur l'île afin de trouver différents artefacts qui remontaient d'aussi loin qu'il y a 2000 ans passés, qui remontaient d'aussi loin que 500 ans passés au niveau de la présence basque. 2000 ans passés au niveau des Amérindiens qui étaient dans le territoire ici, mais surtout la présence basque des chasseurs de baleines. Alors, les artefacts ont été trouvés par les archéologues de l'Université Laval et de l'Université McGill en même temps. C'était une découverte grandiose qui allait marquer l'histoire du pays aussi. C'est ce qui fait que l'île aux Basques est reconnue comme un site historique d'importance nationale au pays.
Donc, ce n'était pas à peu près les trouvailles qui étaient là. Mais entre-temps, le groupe ici, qu'on travaillait pour avoir des maisons bretonnes ou normandes, avec des affaires culturelles, eux autres ont dit, wow, un petit peu, il y a quelque chose de gros en face de chez vous, il faudrait peut-être mettre ça en évidence davantage que de parler des Bretons et des Normands. C'est ce qui fait qu'avec un concours auprès des architectes, le milieu ici, avec les affaires culturelles, a décidé de monter un dossier pour pouvoir avoir un équipement touristique, puis venir vendre aux touristes qui viennent dans le milieu notre passé, notre histoire qui datait même avant l'arrivée de Jean Riou. Les deux gouvernements provincial et fédéral, y compris la ville ici, ont participé financièrement au financement de la construction du bâtiment. Les affaires culturelles, eux qui ont financé au Québec, puis les Canadiens nous ont dit, nous autres, on est prêts à donner un coup de main pour la construction, mais venez pas nous chercher de l'aide financière pour son opération par la suite. Comme les autres musées dans toute la province du Québec ils ont souvent une aide financière pour se tenir debout, ouvert. C'est ce qui fait que le milieu a accepté ça, parce qu'avec l'analyse qui avait été faite, c'est qu'on pouvait voir qu'il peut y avoir une autosuffisance dans l'entrée puis l'autosuffisance au niveau des entrées, de tout ce qui est de revenus du petit musée qui était là, et puis faire rouler la machine. Lors de la construction, du million que ça devait coûter, 1 million, 1 100 000, ça en a coûté 1 400 000 environ. Un trou d'environ 400 000 de déficit dès le départ, avec un OBNL qui avait la responsabilité de gérer ça puis de faire rouler la boutique. Alors imaginez-vous, ils partaient les genoux à terre, même couchés à terre. Le groupe qui se sont succédés, bénévoles de l'organisme en place, puis il y avait quand même des personnes qui y travaillaient, ont dû composer avec les revenus minces, mais qui faisaient leurs frais, mais qu'il fallait régler la dette aussi. Fait qu'il fallait qu'ils fassent des bingos, quoi que ce soit, toutes sortes d'activités pour acheter de l'argent pour sauver la dette. Mais la Ville, pendant tout ce temps, a toujours accompagné ce groupe-là et a réussi au fil des années à régler totalement la dette du Parc d'Aventure Basque, la mettre à zéro. Il y a eu une continuité dans le temps. Gestion, une des problématiques au niveau d'une gestion d'après moi, mais il y a environ 4 ans, 5 ans, les derniers gestionnaires du bâtiment sont venus me voir ici à mon bureau de l'Hôtel de Ville. Ils ont dit, tiens, on vous remet les clés, nous on ferme, on s'en va, on n'est plus capable, on est rendu jusqu'au cou. Fait que là, le conseil de ville s'est retrouvé avec une clé d'un bâtiment qui ne nous appartenait pas, qui appartenait à un OBNL, mais il y avait des dettes d'accumuler à Revenu Québec, Revenu Canada, les impôts, les taxes, puis aussi, pas les taxes municipales, mais aussi des prêts qui avaient refait à nouveau Caisse l'héritage des Basques. Alors, il y a eu un enclenchement de procédure de faillite, et le coût de la faillite, c'était 90 000 $ que ça coûtait. C'était ça l'ensemble des dettes accumulées. Fait qu'il y a eu un processus d'enclencher légal. Et là, le conseil de ville, dont je faisais partie ici, on pris la décision, on dit, qu'est-ce qu'on fait? On a investi tellement d'argent dans ce bâtiment-là, qui, est parti à genoux, mais qui a encore une capacité touristique d'être tenu debout. Fait que le conseil de ville, il y a 2 ans, 3 ans passés, 4 ans passés, on a pris la décision de dire, on va laisser aller le processus de faillite, mais on va faire une offre dessus pour le ravoir, pour que ce soit encore un bien communautaire. C'est ce qu'on a fait. Puis aussitôt qu'on l'a eu, l'idée était de dire à tous les groupes communautaires du milieu, individus, privés, publics, buts non lucratifs, ceux qui veulent reprendre la bâtisse, la faire revivre, l'animation et tout, là, le conseil de ville est prêt à vous donner un coup de main, même financier, pour vous donner un coup de main pour le réouvrir. Alors, les réponses qu'on a eues, c'est 0 puis une barre de quiconque pendant 4 ans. Et on a même fait des approches auprès de l'Association Chasse-Pêche des Basques qui gère le camping, leur disant que vous pourriez avoir tout ce terrain-là avec vous aussi, puis ça ferait partie d'un tout de votre organisation au niveau du terrain de camping. Mais c'était une fin de non-recevoir aussi, pas intéressé. On a approché la coop de kayak des mers qui était à côté pour dire vous pourriez dans votre activité aussi avoir ce bâtiment-là pour pouvoir vous donner un coup de main. Alors, ils ne se sont pas semblés intéressés non plus à le gérer. Donc, on se retrouvait toujours avec des portes closes un peu partout à gauche et à droite. L'an passé, le conseil de ville, il y a environ 9-10 mois à peu près, on s'est dit on fait un processus de vente. On n'aura pas le choix à un moment donné. On ne peut pas garder un bâtiment pendant toute notre vie et dire il était beau, là. Mais à un moment donné, le fait de ne pas l'opérer peut avoir des impacts là, très négatifs sur la qualité du bâtiment. C'est ce qui fait que l'an passé, au mois de mai, des gens qui sont ici à la grève centrale l'été, mais qui vivent à Sherbrooke, m'ont approché, ils ont dit, nous autres, on serait intéressés de l'acheter, à l'acquérir, ce bâtiment-là, puis en faire une continuité
approximative de ce que vous faisiez déjà. On rajouterait des petites affaires, mais on est ouvert à ça, on est à notre retraite, puis on est prêt à le faire. On dit, moi, c'est intéressant. Fait que le conseil de ville les a reçus, on a échangé avec eux, et de fil en aiguille, ils ont réussi jusqu'au mois de novembre nous déposer une offre d'achat ferme. À la ville, dit, on est prêt à vous payer ce montant-là. On avait des interrogations, on s'est dit, on a un contentieux, nous autres qui travaillent pour nous, des avocats spécialisés dans le monde municipal, et on s'est dit, on va leur demander comment ils voient ça, parce qu'on vendait un privé. Alors, on a eu une réponse très claire. Notre contentieux nous ont dit, au prix que l'offre qu'ils vous ont fait, vous ne pouvez pas vendre ce bâtiment-là. Le bâtiment comme tel, jusqu'à il y a 6 mois passés, il était évalué à 900 000 $. Mais cette évaluation-là remontait il y a de 4 ans passés. 4 ans inhabités, il y a eu une dévaluation. Fait qu'on s'est dit, on va faire une évaluation nouvelle. C'est ce qui fait qu'on a demandé à une firme d'évaluateurs de refaire une évaluation à jour. Et l'évaluation qui en a été faite est de 250 000 $ la valeur du bâtiment avec le fonds de terrain. Là, on venait de diminuer de beaucoup l'évaluation. Alors, à partir de ce moment-là, notre firme d'avocats nous a dit, bon, maintenant, vous avez l'évaluation solide de 250 000 $. Vous ne pouvez pas le vendre à n'importe quel prix. Il y a un calcul savant que le ministère vous dit de faire pour arriver à un prix plancher minimum de vente. Tu ne peux pas vendre une scène en bas de ça. Alors, on a fait faire l'exercice et on l'a mis en vente pour une valeur de 140 000 $. Ce que la loi nous permet, c'est un prix plancher. Alors, on ne peut pas le vendre à 139 999 $, on ne peut pas, on n'a pas le droit. À 140 001 cents et plus, on peut. Le groupe qui était intéressé avant les fêtes, en voyant que c'était beaucoup plus élevé, ils ont accepté d'adhérer à ça, mais à un moment donné, ils ont eu comme ils ont dit, on va arrêter ça, là, on va réfléchir à notre affaire. Fait qu'on a eu un vide. C'est ce qui fait que la semaine dernière, dans le journal Info Dimanche, vous avez l'annonce publique de la Ville qui met en vente ce bâtiment. Tout groupe intéressé, privé, public, OBNL, qui est intéressé pour acheter ce bâtiment puis en faire une activité à l'intérieur, eh bien, peut le faire. Il suffit qu'il respecte les règles de l'appel d'offres comme on fait, là. Alors, on sait que l'appel d'offres, le dépôt des appels d'offres qu'on a lancé, là, va être fermé le 3 mai 2021 qui s'en vient. Un groupe, individu ou privé public qui veut faire un appel d'offres du projet doit accompagner sa demande d'un chèque certifié de 5 000 $ qu'on garde avec nous, et puis que si jamais il n'est pas accepté, on retourne le chèque. Messieurs, c'est pour donner la valeur ou l'assurance que le groupe qui va déposer, qui ne recule pas en cours de route, c'est qu'il va perdre son dépôt. Mais si c'est nous qui décidons que ce n'est pas lui, un ou d'autres groupes, ils vont être remboursés, mais il faut avoir de la consistance, du sérieux dans les démarches qu'on fait. Donc, l'argent fait souvent la foi de ça. Alors, le 8-9 avril, il y a une visite qui va se faire là, sur mesure, par réservation, où Pascal Rioux, ma directrice générale, va pouvoir faire visiter les lieux à ceux qui sont intéressés à acquérir le bâtiment et en faire de l'animation. Le fait que ce bâtiment-là a été construit au niveau touristique, le conseil de ville a assorti de différentes contraintes et critères de sélection des gens qui veulent acheter le bâtiment. Vous savez, je vais vous donner un exemple bien précis, là. Quelqu'un voudrait acheter ce bâtiment-là, puis en ferait un McDonald's, il ne pourra pas passer, il va perdre son 5 000 $. Ce n'est pas la place pour. Il y a du monde qui vit autour, il y a un quartier résidentiel qui est là, il y a des règles du jeu. Puis nous, ce qu'on vise, le conseil de ville, c'est qu'il y ait une continuité. D'abord, que ce bâtiment-là reste ouvert, qu'il y ait une continuité dans l'ordre touristique dans lequel il a été implanté déjà. Les gens peuvent changer des choses à l'intérieur, garder un bistrot, pas de bistrot, club de pelote basque ou non, club local. Tout est possible en autant que ça respecte les critères que la Ville a exigés. Et la Ville s'est même protégée dans ça. Si, mettons, Télébas disait, moi, je mets la main sur ce bâtiment-là, je m'en fais un studio, il ne pourrait pas l'avoir. Et peu importe la personne ou le groupe qui veut en acheter un, si après 1 an, 2 ans, ils veulent le revendre, ils n'auront pas le choix de le revendre à la Ville. La Ville va avoir le droit de premier refus. Donc, on ne veut pas qu'il y ait une spéculation sur un bâtiment dont les citoyens, avec leurs taxes, ont payé le gros prix pour le garder debout et le maintenir en vie. Ce que je peux vous dire, c'est que quand vous allez sur le site là, de la Ville, le bâtiment est en vente, puis il y a un espace où vous pouvez aller chercher toute l'information voulue
formulaire à remplir, les critères qu'on donne, les obligations, les restrictions, tout est là. Donc, le conseil de ville, on souhaite bien qu'à partir du 3 mai, qu'il y ait des gens qui aient déposé des offres intéressantes puis qui collent à la réalité de notre milieu et touristique et social ici. Merci de m'avoir écouté.